Bonjour à tous, bienvenue à votre émission « Ça se passe chez vous ». Aujourd'hui, une émission toute féminine, en sororité, donc le lien d'une femme à une autre. Nous allons avoir comme première invitée Annie Vaillancourt de la MRC, qui vient nous parler de contes et de légendes. Ensuite, Annie Bérubé du Véritable Agneau, qui va nous parler de la plateforme Mathurin. Et mon amie, ma chère amie Renée-Claude Laroche, qui vient nous parler des proches aidants. Bienvenue chez vous! Bonjour. Je suis tellement heureuse aujourd'hui de recevoir Annie Vaillancourt, agente culturelle à la MRC, parce qu'Annie puis moi, nous partageons un secret. Et aujourd'hui, la décoration est spécialement pour elle. Et si vous voulez savoir la légende de Mademoiselle Horus, mais vous me demanderez à Annie en particulier lorsque vous la verrez. Aujourd'hui, je fais cette introduction un peu spéciale parce que nous allons parler d'une application qui concerne la présentation de légendes et de choses insolites de Charlevoix. Mystérieuse. Alors, Annie, je te laisse la parole. Dis-nous, qu'est-ce donc que cette application? En fait, c'est l'application mobile Parcourir Charlevoix, Culture et Nature. Donc, c'est une application que l'on télécharge gratuitement sur soit Google Play ou Apple Store, dépendamment du type d'appareil qu'on a. OK. J'imagine quelque chose de très simple pour une matante comme moi. C'est très simple. OK. À partir de son téléphone ou de sa tablette, donc on se rend sur le programme de Google Play ou d'App Store pour télécharger tout à fait gratuitement. Et puis, avec le pouce maintenant, les reconnaissances, c'est très simple. L'application mobile Parcourir Charlevoix, Culture et Nature. Donc, c'est le titre que vous inscrivez dans le moteur de recherche. Il n'y en a qu'un seul qui s'affiche, vous le téléchargez et puis là, vous allez tomber donc dans l'univers de l'application mobile qui vous permet de parcourir le territoire vraiment d'est en ouest. Est-ce que c'est une application récente ou ça fait quand même déjà quelques années qu'elle est disponible? Oui, l'application a été initiée il y a à peu près 5 ans. Ah, quand même! Et on retrouve maintenant l'ensemble du territoire depuis 2 ans. Alors, des Merci à partir de Petite-Rivière-Saint-François jusqu'à Baie-Sainte-Catherine se retrouvent dans l'application. Oh, okay. Et puis, si je peux me permettre, Josette, rapidement, Oui. en fait, c'est qu'une fois qu'on ouvre l'application, on propose aux gens de parcourir le territoire en choisissant le village qu'ils ont envie de visiter. Donc, c'est très simple, mais on a aussi maintenant un onglet pour les parcours ou les circuits régionaux dans lesquels on peut intégrer pas juste un circuit qui se déroule dans un seul et même village, mais sur l'ensemble du territoire. Je donne un très bon exemple, Paysard, qui vient tout juste de se terminer avec des œuvres d'art qui sont installées de manière éphémère sur plusieurs territoires. Et là, bien, il y a celui-ci qui est le petit dernier dont on va parler aujourd'hui, qui est le circuit des légendes. Des légendes. Est-ce qu'il y a des choses particulières dans Charlevoix? Puis ces légendes-là, est-ce que si on les télécharge, est-ce qu'on va les entendre? Est-ce qu'on va les lire? Est-ce que c'est plus intéressant de se rendre à un certain endroit? Comment ça fonctionne? Bien, tout est possible. En fait, comme on souhaite que les gens parcourent le territoire, on va les encourager à se rendre sur les lieux. C'est sûr que dans l'univers des légendes, il y a évidemment des éléments qui sont plutôt intangibles. Donc, ça va être difficile de dire à quelqu'un, vous vous rendez à cet endroit précis pour observer le sujet de la légende, sauf notamment pour la légende de la Noyée, où là, à un certain endroit, on peut quand même voir le relief de la montagne qui nous laisse deviner la Noyée. Sinon, pour ce circuit-là, on invite les gens à se rendre à un endroit précis dans le village où on considère que de là, c'est intéressant, c'est pertinent de prendre connaissance de la légende. Et bien oui, tu peux le faire par écrit. Donc, sur ton appareil intelligent, tu as le texte. Tu invites une amie ou un ami, tu pars au volant de ta voiture, puis la personne, pendant que tu conduis, en te rendant à Notre-Dame-des-Monts, par exemple, pour se rendre au site où on peut voir la Noyée qui est la perspective des montagnes qui nous donne l'impression, bien, la personne peut nous faire la lecture. Bien, elle peut nous faire la lecture. C'est une bonne idée, ça, j'y avais pas pensé. Ou il y a une petite fonctionnalité d'écouteur. Donc ça, en fait, c'est un moyen de pouvoir entendre la légende qui nous est racontée. Alors, c'est possible de le faire comme on veut. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, bien, oui, je vous encourage à vous rendre sur place parce que
On veut que les gens parcourent le territoire, toujours plus agréable aussi de voir, de sentir. Mais on serait à la maison, sur notre sofa, on est un visiteur, on est dans notre chambre d'hôtel ou dans un restaurant. On peut aussi prendre connaissance des légendes, puis aussi de tous les autres parcours qui sont dans l'application proposée. D'accord. Est-ce que tu aurais quelques légendes à nous présenter, nous donner l'eau à la bouche? Moi, je sais, j'ai lu, parce que je me suis préparée quand même un peu, je savais que j'allais accueillir l'agente culturelle, mon amie Annie qui adore les chats et qui est une mère minou. J'ai pas de légende de chat, non, malheureusement, non, pas encore. Mais peut-être avec Mademoiselle Aurusse, on pourra peut-être arriver quelque part. Quelque chose. Mais il paraît qu'il y a un trésor enfoui à Petite-Rivière-Saint-François. Il y aurait, semble-t-il, un trésor enfoui à Petite-Rivière-Saint-François. Alors là, si tu veux que je te donne un aperçu de celui-ci... Oui. Parce que tu me joues des tours, là. Oui, mais... C'était pas l'extrait que j'avais choisi, mais regarde... mais tu pourras nous en présenter un autre mais aussi. Oui, mais regarde, hein? je suis prête, tu vois, regarde, j'ai tout ce qu'il faut ici. Voilà. Bien, évidemment, je la raconterai pas toute, la légende, non, parce que ce que je veux, c'est que les gens... l'eau à la bouche. c'est ce que je veux, c'est que les gens puissent aller voir dans... Alors voici, c'est qu'à Petite-Rivière-Saint-François, au début de la Nouvelle-France, soit au cours du 18e siècle, des Français se construisent une maison dans la montagne. Okay. Ils paraissent vraiment fortunés et posséder de grands biens. Toutefois, lors de la conquête anglaise de 1759, ils doivent retourner dans leur pays. Et par la suite, personne n'entend plus jamais parler d'eux. Plus de 100 ans après, donc on se dit vers les années 1870, Joseph à Archange, un résident de Petite-Rivière-Saint-François, trouve dans sa terre, située non loin de l'emplacement occupé jadis par les Français, un morceau de tissu et 3 cuillères. La population croit alors qu'il s'agit d'objets ayant appartenu à ses anciens résidents. D'aucuns suggèrent même que ces gens partis si rapidement peuvent y avoir oublié des richesses enterrées sur place. Et alors, une course au trésor s'improvise dans la montagne. 3 petits points. Et la montagne, quand on va à Petite-Rivière, je veux dire, bonne chance à celui qui va trouver l'endroit où pourrait être caché peut-être encore des choses incroyables. Parce qu'on dit bien qu'ils se sont construits dans la montagne et non pas à la base. Donc, ça va prendre des bonnes cuisses et des bons mollets. Puis, un œil pour découvrir à travers les branches. Voilà. Puis, tu sais, avec la végétation qui pousse avec les années, là. Effectivement. Donc, un trésor possiblement enfoui à Petite-Rivière-Saint-François. Quelle autre légende voulais-tu nous... Mais celle de Charlevoix, pays du 8e jour. Je ne sais pas si tu la connais, celle-là. Non, je ne la connais pas. Je dirais peut-être aussi que de manière générale, on a choisi des légendes qui étaient associées à un village en particulier, mais il y en a une qui concerne en fait tout Charlevoix, qui est donc Charlevoix, pays du 8e jour. Petit exemple comme suit. Charlevoix, on le sait, hein, c'est un territoire montagneux. Le fait est reconnu. Autrefois, le quêteux nommé Pierre Riche pestait contre cette région. Pour la traverser, il devait escalader tant et tant de côtes. C'était un effort très difficile. Les quêteux, on le sait, devaient parcourir de grandes distances. Ils se rendaient demander le monde de porte en porte. Ils assuraient ainsi leur subsistance. Alors Pierre Riche racontait: cette côte du Nord que Charlevoix ne fut pas créée durant les 7 jours de la création par le bon Dieu, mais bien par le diable lui-même le 8e jour. Mais personne n'avait entendu dire que le récit biblique de la création contient un 8e jour. La population de la région se moquait alors du quêteux avec son histoire à dormir debout. Mais pourtant, donc Charlevoix, pays du 8e jour. Tout est possible dans Charlevoix. Tout est possible dans Charlevoix. Et même peut-être la présence de Satan. Possiblement. Peut-être. Notamment aux éboulements. Un soir de danse, peut-être. Pas tout à fait. Pas tout à Ça fait. se passait au courant du 19e siècle. Les gens des éboulements voulaient construire leur église sur le plateau où se trouve en fait maintenant la majorité des paroissiens. Ils voulaient bâtir leur nouveau temple avec le bois de leur ancienne chapelle. Mais pour cela, il fallait déplacer tous les matériaux du bas vers le haut, donc emprunter la fameuse grande côte. Côte qu'on connaît tous ici dans Charlevoix comme étant assez abrupte. Alors, qui a des histoires tristes, n'est-ce pas? Alors, le défi paraissait quand même assez colossal. La construction débute, il y a des corvées où les paroissiens donnent de leur temps pour faire les travaux, puis tous les meilleurs chevaux de la paroisse sont utilisés pour le transport. Mais tu peux comprendre que rapidement, les bêtes sont quand même
tellement surchargé, c'est difficile de monter la côte. Ça devient de plus en plus ardu et ça ralentit le travail de manière incroyable. Alors, il y a vraiment une inquiétude qui apparaît et on se demande si c'est pas un petit peu trop exigeant ce qu'on s'est donné comme tâche. Et puis tout d'un coup, il y a un homme, un inconnu, qui se présente avec un magnifique cheval blanc, magnifiquement attelé, et qui lui indique qu'il veut tout simplement participer au chantier. Alors, comme les travailleurs sont effectivement très fatigués, un petit peu à bout de ressources, on refuse pas de l'aide. Ils acceptent cette offre généreuse et est arrivé presque un miracle, mais possiblement Une intervention issu douteuse. d'une intervention peut-être de Satan. Ah. Alors, peut-être que les vieux des éboulements pourraient poursuivre et nous en dire plus. Pourraient poursuivre. Est-ce que vous pourriez vous rendre donc, avec l'application mobile sur le lieu de l'église et peut-être poser des questions aux gens du village? Fait que c'est ça, en fait, Josette. On a 12 légendes à prendre connaissance là, dans l'application mobile. Puis comme je le disais tout à l'heure, c'est très simple. Une fois qu'on l'a téléchargé, on ouvre l'application. Le premier onglet, circuits régionaux. On appuie, on choisit cet onglet et puis on verra le circuit des légendes. Comment ont participé tous les gens de Charlevoix? Qui a proposé certaines légendes plutôt que d'autres? Parce que, bon, il suffit dans un coin, on peut savoir qu'il peut y avoir plusieurs histoires intéressantes. C'est un projet donc qui est commun ou conjoint entre la MRC de Charlevoix-Est et la MRC de Charlevoix. Donc, ma collègue du côté de l'Est, Isabelle Blanchard, a proposé cette idée de parcours de légende. Donc, on a demandé aux gens de la Société d'histoire de Charlevoix de nous proposer un certain nombre de légendes, d'en choisir une douzaine pour être en mesure de... Puis, on pourra certainement garnir le circuit. Là, déjà, ce qu'on fait, c'est de garnir l'ensemble de l'application avec des nouveaux circuits. Puis ça, c'était justement le petit dernier qu'on a lancé à l'aube des Journées de la culture. Puis on trouve qu'avec l'Halloween, ça peut être le fun là, de regarder ça en famille parce que c'est vraiment des légendes qui sont accessibles à toute la personne famille. Va faire des cauchemars. Personne ne va faire des cauchemars. Sauf peut-être à Saint-Irénée. OK. Tu piques ma curiosité. D'accord. Un peu étrange, un peu insolite. Oui. Dis-moi, Annie, je marchais dernièrement au Boisé du quai et j'ai vu une nouvelle affichette qui parlait d'un genre de circuit. Alors, je me demandais si c'était quelque chose qui faisait partie de l'offre que vous avez. C'est un circuit qui a été mis en place par les gens de la Bibliothèque René-Richard de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un circuit littéraire. On invite les gens à se retrouver à certains endroits sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul et à ces endroits-là, on leur propose d'écouter un extrait d'un récit, d'un thème, d'un poème, peu importe, donc d'écrivains relativement bien connus. Et une majorité des extraits sont lus aussi par des gens de la région et de Baie-Saint-Paul. Donc, ça peut être intéressant d'essayer de deviner ça peut être sympathique. Cette voix-là, voilà. Donc, on a toujours aussi un petit descriptif de l'auteur en question de qui on lit un extrait. Fait que c'est chouette. OK. Wow, c'est le fun. Dis-moi, Annie, as-tu d'autres projets sur lesquels la MRC ou en tout cas dans ton poste de travail comme agente culturelle, sur lesquels tu travailles, qui serait quelque chose d'intéressant peut-être à nous donner quelques informations? Bien, il y a énormément de dossiers actuellement sur la table de l'agente de développement culturel de la MRC. Mais on parlait d'Église des éboulements. On est actuellement très à l'affût de la situation de certaines églises. On parle de plus en plus de requalification éventuelle de certaines églises. Là. Donc, ça, c'est un dossier, tu sais, sur lequel on demeure très à l'affût pour accompagner les paroisses aux besoins. Donc, il y a ça. On travaille beaucoup en matière de patrimoine vivant de plus en plus. On trouve que pour le sentiment d'appartenance des gens, pour la connaissance du territoire, c'est un sujet riche et qui touche les gens. Donc, en 2019, rapidement, on a procédé à une collecte de données. On a invité les gens de Charlevoix à nous dire qu'est-ce qui, selon eux, nous distinguait
qu'est-ce qui nous caractérise, nous, dans Charlevoix, en termes de savoir-faire. Donc, les gens nous ont parlé de différentes pratiques de savoir-faire, puis aussi de certains individus. Donc, on a travaillé récemment sur la pratique de la pêche à la fascine. Oh oui. Oui, il y a eu d'ailleurs des gens qui se sont mobilisés au printemps, là, au début de l'été. Tout à fait. Et puis, le 22 octobre dernier, on procédait à une collecte de données. En fait, une collecte de photos d'archives. Donc, les gens qui avaient des photos d'archives des pêches à fascine pouvaient venir les apporter à la bibliothèque pour la suite du monde à l'île aux Coudres. On travaille en collaboration avec une chaire de recherche en géographie à l'Université Laval. Donc, on a numérisé les photos, on les a documentées, on a discuté avec les gens. Puis, je le dis ici aux auditeurs, Josette, s'il y en a qui, à la suite de cette émission-là, ont des photographies, bien, le 5 novembre, les gens peuvent se rendre du côté du musée de Charlevoix aussi pour apporter les photos qu'on ne garde pas. Hein. On les numérise sur place, on prend des informations, puis on redonne toutes les photos. S'il y a des gens sur les photos, est-ce que vous savez c'est qui? Est-ce que, à quelle époque? Tout puis on ça, prend là. les accords, les autorisations, les consentements, tout ça. Ouais. Donc, 5 novembre prochain, je pense entre 10 et 5 là, au musée de Charlevoix. C'est une belle proposition parce que des fois, dans la famille, on va hériter d'une boîte ou d'un album photo, puis il y a des choses qui ont un sens pour notre famille, mais un sens beaucoup plus large pour notre communauté. Puis je pense que ça peut être une certaine responsabilité de transmission, justement, du savoir puis de la mémoire, de pouvoir partager ces photos-là. C'est tellement agréable. Moi, je travaille pour les Petites Franciscaines de Marie, tout le monde le sait, puis quand j'ai l'occasion de regarder des anciennes photos, on a un étudiant, justement, qui vient pour une recherche, puis il va travailler sur les 5 calendriers que les sœurs ont fait imprimer pendant 5 ans pour se financer au niveau des écoles. C'est incroyable, les photos qu'il y a là-dedans. J'ai eu un moment incroyable. Donc, c'est des beaux souvenirs à partager, puis on aime ça. Donc, oui, c'est vrai, c'est une belle invitation. Si les gens ont des photos particulières, même si ça vous apparaît peut-être pas pertinent, mais que vous croyez que ça peut être intéressant, mais tout ce qui permet de documenter la pêche à la fascine. Puis en fin de semaine, il y a même des gens qui nous ont apporté des petites maquettes de pêche fabriquées à la main. Donc même si ce n'est pas que des photos, on documente au maximum. On souhaite par la suite là, se faire une grosse archive communautaire qui portera sur la pratique de la pêche à fascine. D'ailleurs, on est dans l'univers des applications. On a lancé tout récemment 2 balados qui portent sur chacun des pêcheurs à la fascine qui sont encore actifs, parce qu'on sait que dans Charlevoix, certaines personnes ont encore un permis de pêche, mais ne tentent plus la pêche depuis plusieurs années. Mais là, on a 2 pêcheurs qui ont les permis et qui tendent à chaque année depuis longtemps et qui sont en train, dans un cas, de passer le savoir aux enfants. Dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui a justement repris la suite des choses d'un membre de sa famille. Donc, Julie Gauthier du côté de Saint-Irénée, puis Robert Mailloux à l'île aux Coudres. Fait que c'est intéressant, vous allez sur Google et vous tapez « Faire la mer » et vous aurez accès aux 2 belles balados. Oui, parfait. Ah, bien, merci après, beaucoup. Vous complétez avec les légendes. Bien, c'est ça. Donc, du beau temps pour ces prochaines soirées d'automne, un peu pluvieuses, un peu tristounet, où on s'installe au chaud, puis on se fait faire la lecture par quelqu'un de la famille sur une histoire de Charlevoix. Très bonne idée. Excellente idée. Puis on peut en même temps aller écouter les balados puis en connaître davantage sur la richesse de notre région. Tout à fait. Merci beaucoup, Mme Vaillancourt. Ça me fait plaisir. Puis à travers les légendes, on en apprend aussi au niveau historique. Donc, c'est un petit produit le fun pour l'autre. Bien, merci beaucoup, Annie Vaillancourt. Ce fut fort intéressant. Ça me fait plaisir. Maintenant, je vous invite à un super reportage. J'ai découvert une autre Annie, une Annie Bérubé, du Véritable Agneau, que nous sommes allés rencontrer directement à la ferme, à son commerce, pour qu'elle nous parle de la plateforme Maturin. Donc, un autre genre de plateforme très intéressante. Alors, je vous invite à regarder le reportage. Bonjour tout le monde. Connaissez-vous le véritable agneau de Charlevoix? Savez-vous où il est produit? Bien, moi, je ne le savais pas, mais aujourd'hui, on vient rencontrer la productrice, Madame Annie Bérubé. Allô! Bonjour, je suis contente de vous rencontrer. Enfin, je veux savoir tous les dessous du véritable agneau de Charlevoix. Ça va me faire plaisir, venez visiter. Bien, premièrement, l'agneau de Charlevoix, bien, ça a été la première appellation au Canada. Le monde, il l'oublie un petit peu, là, mais ça a commencé en 2009, on était justement certifiés. Ça a commencé là. Fait que là, nous autres, ça fait depuis 2009 qu'on fait de l'agneau de Charlevoix.
Puis ensuite, en 2016, bien, à la place où que ça se faisait, bien, ça a comme, elle a arrêté. Fait que nous autres, suite à ça, en 2016, on a décidé d'ouvrir notre boutique pour pouvoir continuer la survie de l'agneau de Charlevoix. Puis l'agneau de Charlevoix, bien, ça a vraiment un beau côté que les gens adorent. C'est pour ça qu'on est très populaire, surtout pendant l'été. C'est que l'agneau de Charlevoix, il faut vraiment, en plus de la production, il faut qu'il y ait les carcasses, quand moi je débite, il faut qu'ils soient entre 15 et 20 kilos. Il ne faut pas que ça dépasse 12 mm de gras, puis aucun ingrédient dedans. Puis à chaque semaine, j'en ai qui dépassent de 1 mm, 2 mm, des fois un petit peu plus, des fois 200 grammes. Fait que là, je suis obligée de l'appeler agneau de la ferme. Fait que là, les gens, bien souvent, nous trouvent un peu assez capotés. Mais en même temps, ça permet d'avoir vraiment un beau produit qui est souvent uniforme. On n'a pas de surprise quand on achète ici, là. La qualité est maintenue, la qualité du produit, la façon dont vous élevez vos agneaux, puis tu respectes les normes qui exigent qu'il y ait un certain poids maximum pour avoir ta certification. On appelle ça au Québec IGP pour Indication géographique protégée. Il y a une période de l'année où vous vendez bien, mais des périodes de l'année où c'était moins un succès. Donc, vous avez décidé d'embarquer dans le projet de la plateforme numérique Mathurin. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça se trouve être de la vente en ligne. C'est comme un gros Amazon, mais alimentaire du Québec. Puis ça, c'est justement été fondé par Jonathan et Claudia. Eux autres, c'est des anciens producteurs, là, justement, de canards qui ont décidé de tout vendre pour s'en aller dans le commerce virtuel. Puis eux autres connaissaient justement la réalité de chaque producteur, de qu'est-ce qu'on pouvait connaître, tu sais, dans la saison, les hauts et les bas. Puis en même temps, bien, ça permet de rejoindre tout le Québec au complet, là. C'est ce que je trouve le plus génial. Est-ce que c'est récent comme plateforme de soutien à la vente? Non, je dirais, je pense que c'est 2017, à peu près, 2017, ouais, je crois, là, que ça a commencé. Mais Jonathan m'avait approché pour vendre de la viande, là, justement, vendre de l'agneau. Puis j'étais un peu réticente en premier parce que je disais, de la viande, on peut pas vraiment vendre ça, tu sais, par Internet, à l'autre bout, comment ça va faire. Puis, non, ça se fait très bien. Moi, je vends uniquement des produits congelés. Que comme ça, juste pour l'inventaire, ça se fait super bien. Puis, ce qui est génial avec eux autres, c'est que c'est moi qui gère mes prix, c'est moi qui gère mes fiches. C'est un jeu d'enfant, là. On fait rentrer des images, descriptions. C'est vraiment facile, là, pour vendre. Moi, là, je suis Josette Tremblay, j'habite à Montréal. Comment la viande arrive chez moi? Le processus, là, ça part d'ici, ça s'en va chez Josette qui habite à Montréal-Nord. Bien, c'est pas compliqué. Bien, moi, j'ai comme un inventaire moi, en tout cas, je fonctionne comme ça, parce qu'on peut faire du juste à temps aussi, là. Mais moi, j'ai une quantité. Admettons, j'en mets 10 jarrets, admettons, sur Mathurin, qui est déjà là-bas. La personne clique, elle voit qu'il y en a disponible, elle clique dessus. Ça s'en va directement dans son panier. C'est comme un Amazon, là. Puis après ça, bien, elle passe à la transaction à la toute fin, puis ça arrive directement à sa porte, là. Livré chez elle? Oui, livré à sa porte, livré chez elle. Moi, pour avoir déjà acheté différents produits, je sais que maintenant, la qualité du transport, c'est-à-dire c'est des boîtes isolées avec des trucs refroidisseurs, qui gardent la qualité de la viande à une certaine température. Donc, le produit arrive pratiquement en quelques jours dans l'assiette du client. Oui, exactement. Puis ça peut être des produits frais, tablettes, tout mêlé dans ta boîte. Là, c'est vraiment, on choisit, là, on choisit ce qu'on veut manger carrément, là. Donc, comme femme audacieuse, tu as décidé d'embarquer dans l'aventure de Mathurin, qui est une plateforme, je le répète, numérique d'achat, un peu comme Amazon, sur lesquelles il y a, je suis allée voir, là, il y a 600 producteurs ou transformateurs, dont je pense 12 à 15 de Charlevoix, si je ne me trompe pas à peu près. Oui, bien là, les gens commencent à embarquer. Fait que là, c'est quand même assez nouveau. Là, on avait eu un petit pépin dernièrement, c'est la place de cueillette qui était au mi-chemin, là, j'en parle, là, mais, mais là, c'est ça, là, il a fallu trouver un autre endroit, puis là, je vous annonce que ça va être ici que ça va se faire. Fait que les gens vont tous venir emporter leur commande ici, puis après ça, c'est Collabore, ça c'est un autre camion qui vient chercher le stock,
puis qui va l'emporter ça directement à Longueuil, là. Fait que J'ai vu qu'il y avait Migneron de Charlevoix, laiterie Charlevoix, les produits de safran comme tu as dans ta boutique. J'ai vu qu'il y avait différents. Donc, dans le fond, le point de chute va être ici. Oui. Puis à partir d'ici, ça part dans un camion Collabore, puis ça s'en va à l'entrepôt de Longueuil, parce que c'est là qu'est centralisé tous les produits que les gens peuvent acheter sur ce marché virtuel. Puis eux autres, c'est vraiment un gros entrepôt, là. Je l'ai déjà visité, là. C'est très bien fait, là. Vraiment, ça doit être plaisant de travailler là, d'ailleurs, parce que c'est tout plein de produits partout. Puis ils marchent comme une épicerie, là, puis ils mettent tout ça direct dans une boîte, puis par commande. Puis non, c'est vraiment bien fait, là. Avec le petit recul, parce qu'on est en 2022, il y a eu la pandémie, tu dis que tu as été approché en 2017-2018, la MRC s'est impliquée pour décider d'embarquer dans l'aventure de la plateforme Maturin. Est-ce que tu vois une différence, toi, dans tes ventes? Moi, oui, parce que pendant l'hiver, comme que je disais, là, ça a commencé à s'accumuler beaucoup. Comme nous autres, il faut abattre à tous les semaines. L'agneau, c'est pas genre on arrête ça là pendant un bout. C'est quand c'est prêt, il faut le faire. Fait que là, pour moi, j'ai pu écouler, là, vraiment, là. Puis même pendant la pandémie, une chance que je les avais parce que j'ai vraiment pu écouler beaucoup plus de stock. Annie, c'est pas juste une femme audacieuse, une femme de cœur. Je vous dirais que dans sa boutique, vous retrouvez énormément de produits de Charlevoix. Vous avez les champignons, le safran, les piments Goria, vous avez les huiles, la mielerie. Annie Bérubé, merci de nous avoir accueillis au véritable Agneau de Charlevoix, un merveilleux petit coin sur le rang Sainte-Croix du côté de Saint-Hilarion. Merci de ton accueil, merci de nous avoir fait connaître ton produit, pourquoi tu t'es inscrite sur la plateforme Maturin. Et puis je te laisse les derniers mots pour peut-être parler de tes produits, inviter les gens à venir te voir à ta boutique, qui est ouverte 7 jours sur 7, incroyable. Ben oui, on est ouvert 7 jours sur 7, puis nous autres, ça nous fait plaisir d'accueillir tout le monde. C'est vraiment une boutique ouverte à tout le monde. Puis juste même pour les curieux, ou faire des petits cadeaux, il n'y a pas de problème. Puis j'encourage vivement aussi les producteurs à embarquer sur Maturin aussi. C'est une très bonne idée. Moi, c'est ce que j'offre maintenant à des cadeaux de Noël. J'offre les produits de Charlevoix. Oui. Je fais toujours des paquets spéciaux parce que je me dis, j'amène un petit peu de Charlevoix chez des amis, dans ma famille, puis les gens apprécient énormément. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Venez acheter vos cadeaux de Noël à la ferme Véritable Agneau. Oui, rencontrer encourager. Annie Bérubé et ses gars. Elle a 4 garçons. Il y a un mari qui travaille d'une manière exceptionnelle pour faire grandir et prendre d'expansion à ce commerce-là. Félicitations, Annie. Merci beaucoup. Nous recevons la pétillante et, je dirais, pleine de joie, René-Claude Laroche. Ton titre exactement, puis parce que René-Claude, vous comprenez, on se connaît, ça fait un très bout de temps. René-Claude, c'est une femme qui a le cœur tatoué dans, je dirais, dans le réseau communautaire, qui a été 25 ans au comité de prévention suicide. Puis je sais que là, tu occupes un nouveau poste. Puis j'aimerais que tu nous parles du Centre d'action bénévole, puis qu'est-ce que tu y fais exactement? Oui, bien, au Centre d'action bénévole, je suis intervenante auprès des personnes proches aidantes. Donc, le Centre d'action bénévole de Charlevoix a développé depuis une dizaine d'années une offre de services pour les personnes proches aidantes. Depuis 2014, moi, j'animais des groupes de discussion, des groupes de soutien, des ateliers aussi, destinés vraiment aux personnes proches aidantes. Et depuis juin 2021, oui, c'est ça, on a ajouté le volet accompagnement, intervention en individuel, toujours pour les personnes proches aidantes de tout Charlevoix. Oui, parce que Centre d'action bénévole, on sait que vous offrez des services pour les gens qui vivent des problématiques de santé surtout. C'est beaucoup les aînés soutien à domicile, donc papa troulante, un peu, c'est pas tout à fait pareil, mais un peu les mêmes services que Pro Santé, certains services de Pro Santé, donc vraiment pour les aînés.
Mais donc, et c'est comme ça, de fil en aiguille, que mon patron, Pascal Da Silva, se disait, ben écoute, qui prend soin de ceux qui prennent soin de nos aînés, donc les personnes proches aidantes? Et c'est comme ça que, tranquillement, pas vite, le Centre d'action a développé là, une offre de service pour les personnes proches aidantes. Oui, je peux constater, en tout cas ici dans Charlevoix, comme dans Charlevoix-Est, quand j'étais au Centre des femmes, aussi au pluriel, là, la population vieillit, puis les gens ont besoin souvent de soutien parce que la personne qui vieillit, mais ça peut être aussi un enfant, ça peut être un enfant malade, notre sœur qui va pas bien, mais qui n'a pas d'enfant. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui en aident d'autres. Puis, des fois, la situation fait que ça peut être lourd. Oui. Lourd, et tu as besoin des fois d'avoir un endroit ou quelqu'un, puis j'imagine que c'est ce qui est arrivé au Centre d'action bénévole, c'est que vous avez réalisé que les gens qui sont des aidants naturels, bien, des fois, ils ont besoin du support eux autres aussi. Tout à fait, tout à fait, puis c'est bien documenté, puis on s'en rend compte. Il y a des statistiques, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais tu sais, le taux de détresse chez les personnes proches aidantes, le taux d'épuisement, presque professionnel, mais ça ressemble. C'est des aidants, on prend soin, mais c'est des gens qui prennent soin, ils deviennent infirmiers, travailleurs sociaux, comptables, ils font plein de tâches pour lesquelles ils n'ont pas été formés, pour lesquelles ils font de bon cœur. Mais bon, ça demande toutes sortes de compétences, ça demande un investissement parfois beaucoup plus grand. C'est difficile de mettre des limites quand on est une personne proche aidante. Tu prends soin de quelqu'un que tu aimes, parce que souvent, l'élan, on disait avant aidant naturel, tu l'as même nommé. Oui. On dit maintenant personne proche aidante parce que si l'élan d'aider, lui, il est naturel, bien, les tâches que les proches aidants, le rôle qu'elles jouent auprès de leur aidé, c'est pas toujours naturel. C'est pas toujours dans le cours normal des choses, dans le cours normal de la relation. Puis comme ils le font, être une personne proche aidante, c'est de le faire de façon non rémunérée. Donc, c'est pas un emploi. Donc, il n'y a pas de formation nécessairement qui vient avec ça. Donc, oui, effectivement, ils ont besoin de soutien. J'ai vu que vous alliez avoir une semaine nationale. Il y a une semaine nationale du 6 au 12 novembre. Oui. Puis vous avez prévu beaucoup de choses parce que vous savez la présence précieuse que ces proches aidants-là font dans leur entourage. Puis vous voulez leur présenter quoi, leur offrir quoi, leur permettre de prendre un peu de répit. Qu'est-ce que vous avez prévu? Bien, en fait, la Semaine nationale des personnes proches aidantes, c'est une occasion pour nous, en tout cas le comité organisateur, on voulait vraiment reconnaître de façon gratuite leur implication. Donc, ce qu'on a fait pendant tout le mois d'octobre, peut-être même depuis le mi-septembre et tout le mois d'octobre, on a invité la population à nous soumettre des candidatures nous soumettre, c'est ça, des personnes proches aidantes de leur entourage, parce qu'il faut savoir que les personnes proches aidantes, s'ils ne viennent pas chercher de service, on ne le sait pas, elles sont où. Donc, on a invité la population. On a reçu tout près de un peu plus de 150 candidatures. Wow, OK, quand même. Là-dessus, il y avait des doublons. Fait que c'est environ 130 personnes proches aidantes qui ont été là, soumises dans le cadre de ce concours-là. Et donc, toutes les personnes, durant la semaine, qui ont été mises en candidature vont recevoir une reconnaissance personnalisée à la maison et avec un petit mot que la personne souhaitait leur transmettre, la personne qui l'a mis en candidature. Fait que ça, toutes les 130 personnes proches aidantes vont recevoir ça. Et ce qu'on avait organisé, et nous, on l'appelle la tournée de reconnaissance des personnes proches aidantes. Donc, avec l'aide, avec le soutien financier des MRC, de toutes les municipalités de Charlevoix, on a fait un tirage au sort et on va aller livrer 14 paniers cadeaux d'une valeur de 250 $. Pourquoi 14? Un par municipalité et un pour le territoire de Sagard, là, qui nous a été demandé d'ajouter. Donc, le but était vraiment de reconnaître de façon gratuite
Donc, leur implication sans rien leur demander, sans leur imposer des conférences ou des, tu sais, ou de se déplacer. Ou de se déplacer. Donc, on va aller durant la semaine les livrer à domicile. Et avec comme les municipalités sont partie prenante du panier cadeau, si on veut, hein, avec leur soutien financier. Donc, on va inviter quelqu'un de la municipalité à venir livrer avec nous. Pour nous, c'est important parce que la reconnaissance des personnes proches aidantes, c'est collectivement. C'est collectivement qu'il faut les reconnaître. On l'a vu avec la pandémie, ce que ça l'a fait quand ils ont interdit l'accès des personnes proches aidantes dans les CHSLD. Donc, on a vu à quel point leur implication est essentielle dans notre système de santé. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis collectivement, là, le comité organisateur, on est plusieurs organismes. Et donc, c'est ça, on voulait vraiment tout simplement reconnaître leur implication puis donner une tape dans le dos pour les remercier et dire que c'est ça. Parce que, tu sais, être proche aidant, c'est plus, je te dirais, c'est encore plus que juste le lien de famille, tu sais, normal qu'on va vouloir donner à nos parents qui vieillissent, à notre sœur ou à notre frère qui est handicapé ou tout ça. Ça devient une multitude de choses qu'il faut prendre en charge pour la personne qui perd de l'autonomie, qu'importe la raison, maladie, vieillesse, etc., handicap ou quoi que ce soit. Puis c'est vrai que ça peut devenir lourd parce qu'on va se sentir mal de dire non. Oui. Hein? Donc, je pense que c'est important de savoir qu'il y a un lieu où on peut avoir quelqu'un comme toi. Parce que on a parlé un petit peu avant le début de l'entrevue. Puis, toi, tu desserres vraiment tout le territoire de Charlevoix. Tout le territoire de Charlevoix. Pour offrir aux personnes proches aidantes, je vais faire attention à mon terme, aux proches aidants, un moyen d'avoir une ressource qui peut les aider à soit avoir un peu de répit, ou à s'accorder du temps, ou à ventiler, tout simplement, parce que des fois, je dirais, on est rendu captif par le soutien qu'on donne à la personne, puis on peut presque plus sortir de la maison pour certaines personnes. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser, ou ça prend quelqu'un qui vient prendre le relais si jamais la personne veut sortir 1 heure, mais à un moment donné, tu as besoin aussi de ça. Donc, tu offres tout ça, là, hein? Bien, effectivement. Bien, il y a comme 2 volets que j'offre. Il y a tout ce qui concerne le volet de groupe, donc les groupes de soutien, groupes d'entraide. J'en ai à la Malbaie, à Baie-Saint-Paul et à l'Île-aux-Coudres aussi, pour leur permettre souvent à l'île, quand ils ont un peu de répit, mais ils ne peuvent pas se permettre de prendre là, une demi-journée complète, traverser en plus. Donc, je me rends sur l'île. Donc, il y a des groupes de soutien. Il y a... Tout récemment, bien, c'est nouveau de cette année. Là, actuellement, je l'ai fait du côté de la Malbaie, mais après les fêtes à Baie-Saint-Paul, des ateliers pour accompagner son proche vers la fin de vie. Okay. Donc, c'est toujours des volets, un volet de groupe aussi. Oui. Et j'ai aussi des cafés-rencontres nouveaux depuis cette année. Donc, des cafés-rencontres, soit thématiques, on discute d'une thématique particulière. Le dernier qu'on vient de faire là, à la fin du mois d'octobre, c'était sur les émotions. Donc, l'importance de parler des émotions, ça, c'est une chose. Et j'en ai un à venir le 7 novembre, justement dans le cadre de la semaine de l'action des bénévoles, des proches aidants. Des proches aidants, merci. Oui. Les aidants naturels, je ne veux pas trop, mais la semaine des proches aidants, oui. C'est ça. Donc, le 7 novembre, le lundi 7 novembre, c'est Mario Lafontaine, qui est massothérapeute, qui vient, parce que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son corps physique. Et des fois, prendre soin des gens, oui, ça peut créer des situations de stress, mais le stress va souvent se loger dans notre corps. Donc, avec Mario, ce qu'on va faire, c'est un atelier pour prendre soin de son corps. Donc, il va y avoir un peu d'étirement, des techniques d'automassage et les points de pression. Comment relâcher les tensions, Donc, des trucs vraiment accessibles qu'on peut reproduire à la maison. Donc, on n'est pas obligé d'aller suivre une série de 10 cours en ligne. Des fois, les proches aidants n'ont pas le temps ils ont leur vie, en plus de leurs tâches reliées, leurs nombreuses tâches, comme tu nommais, là, reliées
à leur rôle de proche aidant. Donc, le 7 novembre, en avant-midi, c'est du côté de la Malbaie et à 13h30, c'est du côté de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est gratuit. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous inscrire. Il reste encore quelques places. Donc, vous pouvez téléphoner à Martine, au Centre d'action bénévole à la Malbaie, là, au 665-7567. Tout ce qu'on veut, c'est vous inscrire parce qu'on a des petits cadeaux à vous préparer. Donc, on veut avoir une idée du nombre, là. Donc, vous avez prévu aussi invitation pour le 7 novembre, justement. C'est ça. Est-ce qu'il y a des activités ou autre chose de spécial que vous avez prévu dans cette semaine-là? Bien, ça va être beaucoup la tournée qu'on va... et nous, au Centre d'action bénévole, là, c'est vraiment l'activité, là, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, là. Mais la tournée va nous mobiliser beaucoup parce que on va de Petite-Rivière-Saint-François jusqu'à Sagard. Donc, on se sépare, mais bon, il faut se promener sur le territoire. Donc, voilà, ça, c'est... Oui, mais tu sais, René-Claude, moi, je m'occupe, là, de quelqu'un, puis... non, ça va bien, ça va bien, ça va bien. J'en peux plus. Oui, effectivement. J'en peux plus. Bien, c'est Qu'est-ce que je ça fais, là, au cherche. moment où je suis chez moi, là, puis c'est le soir, la personne en question adore, puis moi, j'en peux plus. Qu'est-ce que je fais? Eh mon Dieu, bien le soir, bien, sais-tu qu'il y a une ligne info aidant qui existe, là, et si je me trompe pas, c'est jusqu'à minuit, mais quand même, c'est pas du 24/7, là, mais quand même, qui pourrait être accessible. C'est sûr que, mon Dieu, là, tout dépendamment, hein, qu'est-ce qu'on fait exactement. Mais je veux c'est dire, sûr- tu sais, oh non, je sais pas, tu sais, je suis pas pour appeler, pour me faire aider, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas besoin de ça. J'ai-tu Ben, vraiment besoin de moi, ça? Je me sens coupable si je C'est fais ça. ça. Puis si je me donne du temps à moi, j'en donne plus à la personne en question. D'abord, moi, ce que je dis toujours, c'est quand on prend soin de quelqu'un, quand on donne, faut le voir comme il y a quand même une dépense énergétique. Moi, je dis toujours, quand on prend soin, à chaque fois qu'on donne à quelqu'un, c'est comme si on faisait un retrait dans notre compte de banque énergétique. Donc, si on ne veut pas tomber dans le rouge, il faut faire des dépôts. Donc, les dépôts, c'est quoi? C'est prendre soin de soi. Comment on prend soin de soi? En participant à des activités. Ça peut être aussi en m'appelant, en exprimant ce qu'on vit. Parce que des fois, ça, à quoi je sers, tu me posais la question, c'est quoi mon rôle en individuel? Bien, des fois, il y a des gens qui ont besoin, ils ont un trop-plein, puis ils ont besoin d'avoir un espace ou quelqu'un pour les écouter, sans jugement, parce qu'ils ont besoin de dire, je le comprends, c'est la maladie, mais maudit, je suis tannée de répéter. Je suis tannée de redire la même chose. C'est toujours à recommencer. Et souvent, tu parlais de culpabilité. La culpabilité peut s'installer parce que la tête sait que c'est dû à la maladie, par exemple. Mais par contre, n'empêche que même si on le sait que c'est dû à la maladie, il n'en demeure pas moins que pour le proche, parfois, c'est lourd à porter. Tu sais, tu parlais des nombreuses tâches, mais il y a tout ce qu'on appelle aussi la charge mentale, l'inquiétude qu'on perdure, le fait qu'avec les troubles cognitifs, par exemple, ta mère qui t'appelle 3 fois en ligne pour te demander la même affaire. Il faut pas tu essaies de ne pas être impatient, de ne pas pogner les nerfs pour faire sentir ton exaspération, mais parfois on l'échappe. Ouais. Et c'est correct, c'est normal, mais pour ça, il faut avoir des espaces aussi. On prend soin, mais il faut avoir des espaces aussi pour prendre soin de soi. Et parfois, bien, c'est de m'appeler, tout simplement. J'imagine que vous devez avoir des ateliers parce qu'on parle justement, une des problématiques que moi, personnellement, avec ma mère, qui a commencé à avoir des troubles cognitifs, et puis avec une clientèle avec laquelle je suis, les gens qu'on connaît autour de nous, c'est sûr qu'on voit que quand on ne comprend pas bien, c'est pas comme parler à un enfant de 3 ans à qui tu répètes des consignes, là. Mais on a une tendance à faire ça, puis c'est pas la solution nécessairement parce que ça nous exaspère de répéter. Donc, tu sais, j'imagine qu'il y a tout un aspect éducatif aussi que vous pouvez proposer. Tout à fait. Donc, c'est ça. Je peux être là pour écouter, mais parfois, c'est informer. Informer sur la maladie,
Informer aussi sur les services. Pas toujours facile aussi de naviguer à travers le système de santé actuellement. Non, Seigneur. Tu parlais de répit tantôt. Du répit, il y en a. Et quand les gens ont accès à des services, les services sont excellents. C'est juste qu'ils sont peut-être en nombre insuffisant par rapport à la demande. Non, et tout le contexte, on ne reviendra pas sur le contexte social actuel, là, de l'emploi et tout, mais c'est ça. Donc, fait que parfois, c'est de les informer aussi sur comment fonctionner dans le système de santé. Parfois, c'est de les informer sur le côté plus juridique. Donc, fait que moi, je dis toujours, je dois tout savoir, mais je suis experte, tu sais, je peux pas être experte en tout. Fait que souvent, je vais faire les recherches avec les personnes. Tu vas leur donner... Par contre, tu sais, moi, je dis toujours, voyez-moi comme quelqu'un qui fait partie de votre réseau de soutien, puis je suis là pour essayer d'alléger. Tu sais, j'ai pas de contrôle sur la maladie, j'ai pas de contrôle sur le manque de services. Travailler avec les personnes proches aidantes, c'est beaucoup apprendre à travailler avec l'impuissance et faire avec l'impuissance. Mais c'est de regarder ce sur quoi on a du contrôle, ce sur quoi on a un peu de pouvoir. Et puis, on travaille ensemble à trouver des solutions. Peut-être voir à développer le réseau autour de la personne. Parce que des fois, je vais faire mon mea culpa. Des fois, on dit « Ah non, je vais le faire. » Ben non, je vais le faire, je ne le demanderai pas. « Ah non, ça, je vais le prendre en charge. » Puis des fois, il y a des gens autour de nous qui seraient prêts à nous donner un coup de main, mais on veut pas on le demande pas, ou on pense qu'on va exagérer. Mais je pense que c'est à chacun à apprendre à dire non ou à dire oui, de manière honnête et sincère. Puis je pense qu'autour de nous, on peut développer un réseau pour ces personnes-là, les aider à voir qu'il y a des gens autour d'eux qui peuvent leur donner un coup de main, leur donner un peu de répit. Si le réseau n'est pas capable de fournir, peut-être que le réseau de contact autour de soi peut venir pallier aussi. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est tellement un bon point que tu nommes là, parce que, tu sais, mettre ses limites, c'est une difficulté chez les proches aidants, mais l'inverse, comme tu viens de le nommer, est aussi vrai. Il faut aussi oser demander. Donc, aller vers les services d'aide peut-être plus officiels, mais aussi demander à son entourage. Et tu me donnes l'idée de la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui va être la semaine prochaine, ou en tout cas du 6 au 12 novembre. Bientôt. Si vous connaissez une personne de votre entourage, bien, pourquoi pas en profiter pour aller lui dire merci, pour la féliciter, pour la reconnaître et peut-être pour lui offrir. Faites donc une grosse batch de sauce à spaghetti, faites-en un peu plus, puis allez lui emporter. Des fois, c'est des petits gestes concrets comme ça qui font une différence et puis qui font toute une différence. Parce qu'il n'y a pas toujours l'aspect financier. Hein? Donner de ton temps, moi, je ne sais pas, en tout cas, il me semble que des fois, on se rend compte qu'autour de nous, il y a des gens qui ont certains besoins. Puis on aurait du temps un peu. Puis je pense que c'est un cadeau qu'on peut faire. C'est là que l'humain prend tout son côté, je dirais, magnifié. Tu sais, c'est dans des petites choses comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, ça ne veut pas dire que tu t'engages à tous les semaines à faire quelque chose, mais de temps en temps, puis lâcher un petit coup de fil. Tu sais, j'étais sérieuse l'autre fois. Moi, il a fallu que je relance des gens, des fois 2, 3 fois. T'es gênée d'accepter. Fait que je me dis, non, j'étais sérieuse, si je peux te donner un coup de main, ça va me faire plaisir. Puis si je peux pas, je vais te le dire. Parce que je suis quand même beaucoup occupée, mais on trouve toujours du temps. Quand c'est l'aspect humain qui est important dans notre vie, si c'est une valeur importante, on va être capable de trouver du temps puis de donner du temps pour ça. Oui, puis j'aurais peut-être envie aussi d'ajouter, puis c'est tout à fait vrai ce que tu dis, et à l'inverse, des fois, il y a des gens qui choisissent de ne pas jouer le rôle de proche aidant auprès de leurs proches pour toutes sortes de raisons. Et ça peut être aussi très souffrant. Il faut savoir qu'elles ont le droit. Autant que oui, quand on a le goût, on a l'élan, on a du temps, jouons ce rôle-là parce que oui, il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi on retire beaucoup. Mais il y a des gens, pour toutes sortes de raisons, qui ne choisissent de ne pas s'impliquer ou de jouer le moins possible. Et c'est correct. Et ces gens-là aussi, souvent, ils vivent une culpabilité ou une pression, un peu, le regard de l'entourage, donc, qui est un peu négatif. Donc, je les invite, eux autres aussi peuvent me téléphoner parce que moi, j'en ai accompagné des gens à, justement, comment mettre leurs limites puis dire c'est correct de ne pas en faire plus que ça. L'idée, c'est de ne pas sombrer avec la personne qu'on essaie d'aider. Il faut reconnaître nos limites aussi. Tout à fait. Puis des fois, les limites viennent de la relation antérieure.
Des fois, moi, j'ai vu des gens jouer un rôle de proche aidant quasiment à temps plein et le faire dans la joie, le bonheur, l'allégresse, puis à peine de la fatigue. Et quelqu'un qui va jouer son rôle peut-être 1 heure semaine, puis cette tâche-là, elle est de trop et lourde dans sa vie parce que ça l'appartient, entre autres, à la relation antérieure. Et ça, il ne faut pas le négliger. C'est ça, il ne faut pas juger. Non. Mais il faut s'écouter intérieurement, Voilà. écouter l'alignement ou ce qu'on sent qu'on peut faire ou ne pas faire. Exactement. On ne peut pas respecter les autres si on ne se respecte pas soi-même, qu'ils disent. Tout à fait. Ouais, Bon, mais ma chère René-Claude, comme ça m'a fait plaisir de te recevoir, Mais ça m'a plaisir. rappelé des souvenirs et je sens tellement ton engagement profond. Ouais. Je le sais, les gens qui vont avoir affaire à René-Claude, vous allez avoir affaire à une perle, quelqu'un qui a énormément de possibilités de vous orienter, de vous donner des cues, de vous supporter, puis de le faire d'une manière humaine et totalement honnête. Donc, ça, je reconnais ça chez toi, René-Claude. Ben, Ça n'est pas disparu, sinon ça s'est bonifié avec l'âge. Oui, avec ta maturité. Voilà. Ta maturité. Ben, donc, tu nous rappelles la semaine des proches aidants? Du 6 au 12 novembre. Puis, écoutez, l'invitation est lancée. Si vous connaissez une personne proche aidante, remerciez-les, reconnaissez leur implication. Puis, si vous avez le goût, ben un petit plat de sauce à spaghetti. Oui. Merci beaucoup, René-Claude. Ça fut fort agréable de te recevoir. Ça m'a fait du bien. C'est un plaisir partagé. Tu as une belle énergie. Merci. Donc, tout le monde à la maison, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Ça se passe chez vous. À la semaine prochaine.